On est toujours ensemble sur Média TV. Merci de nous rester fidèles tout de suite. Place à l'invité de la rédaction. Bonjour Omar Baldé. Bonjour Pape Cheikh Diouf. Alors nous l'avons vu cette semaine, les groupes terroristes ont poursuivi leurs expéditions meurtrières au Sahel. Ils ont particulièrement ciblé le Niger et le Mali. Comment expliquer cette recrudescence des attaques dans cette zone dite des trois frontières? Une question à laquelle tentera de répondre votre invité ce matin. Effectivement, je pense que vous avez tout résumé. Donc c'est à ça qu'on va essayer de répondre. Et c'est avec notre invité, et c'est tout de suite dans l'invité de la rédaction. Bonjour et bienvenue sur Média TV. 58 morts au Niger lundi dernier et une trentaine de soldats maliens tués le même jour dans la zone dite des trois frontières. On assiste à une effroyable recrudescence des attaques dans les pays du Sahel, et ce malgré les dernières annonces du sommet du G5 en présence et aussi de la présence de milliers de troupes locales et étrangères dans cette région. Comment expliquer ce regain de violence meurtrière au Sahel? C'est la question que nous posons ce matin à notre invité. Il s'agit d'Ahmed Yacoub Dabio. Il est le directeur général du Centre d'études pour le développement et de la prévention de l'extrémisme. Il est en direct avec nous depuis le Tchad. Bonjour Ahmed Yacoub Dabio. Bonjour. Alors, tout d'abord, comment expliquer ce regain de violence meurtrière au Sahel? Est-ce les États qui sont très faibles pour faire face à ces groupes, ou est-ce ces groupes qui sont trop forts face aux États? Vous savez, le G5 Sahel, c'est un cadre institutionnel dont l'objectif est la coordination et le suivi de la coopération régionale en matière de développement et de sécurité. Ces deux aspects bien connus qui sont les objectifs du G5 Sahel. Maintenant, en faisant l'état des lieux, est-ce que les deux objectifs ont réussi? Est-ce qu'il y a eu un succès? En matière de sécurité, je crois que les forces en présence dans l'espace du G5 Sahel, il faut le reconnaître, ils ont marqué un succès. Le fait d'avoir réussi à repousser la menace des terroristes qui étaient par le passé aux portes de la capitale malienne et aussi aux portes des grandes villes comme Kidal, etc., ça c'est une réussite. Mais à partir de 2014, je crois que la réussite et le succès commencent à s'amenuiser. Et il faut chercher d'autres stratégies. Mais il y a les volets de développement qu'on considère comme étant un échec total. Parce que les chefs d'État du G5 Sahel n'ont pas ou ne veulent pas faire face et prendre en main les volets de développement pour convaincre au moins la jeunesse à refuser les offres que les djihadistes leur font. C'est aussi l'aspect de réinsertion socio-professionnelle des désengagés qui étaient autrefois dans les maquis des terroristes et qui ont accepté de déposer les armes et qui ont regagné la légalité. Ces gens, ces désengagés, n'ont pas été pris en compte dans le cadre de la réinsertion socio-professionnelle. Ce qui fait que ceux qui reviennent à la légalité sont encore déçus et quelque part partent vers les terroristes. En plus, il y a une chose très importante, il faut noter, les conflits intercommunautaires et surtout entre agriculteurs et éleveurs. Aujourd'hui, les terroristes profitent de la recrudescence de ces conflits intercommunautaires pour développer ces conflits et recruter la jeunesse appartenant à telle ou telle ethnie. Ce qui fait que aujourd'hui, la stratégie du G5 Sahel a complètement échoué. Et en plus de cela,
le G5 Sahel n'a pas su ou n'a pas voulu impliquer la société civile, les potentialités du G5 Sahel qui sont impliquées dans la lutte contre le terrorisme. La société civile. Donc, à vous entendre parler, en fait, c'est la faillite de la stratégie du tout militaire qui explique aujourd'hui cette recrudescence de ces attaques. Mais concrètement dit, ou concrètement sur le terrain, quand même, comme on le disait, on a plus de 15 000 forces étrangères qui sont présentes dans la région. On a annoncé récemment le déploiement de plus de 1000 soldats tchadiens donc, au Mali. Qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, la présence sécuritaire n'arrive pas à faire face à ces groupes? Non seulement ces groupes s'attaquent aux populations, mais s'attaquent même aux bases militaires de ces États. Je vous amène sur un autre terrain. Prenons l'exemple des talibans, avec la plus grande force militaire au monde, les États-Unis d'Amérique, qui ont combattu les talibans pendant une quinzaine d'années et qui ont compté sur l'option militaire. Est-ce que les États-Unis ont réussi à déradicaliser le terrorisme en Afghanistan? J'ai dit non. Aujourd'hui, les anciens terroristes sont les amis des États-Unis d'Amérique. Et c'est pour dire que l'option militaire à elle seule n'a jamais réussi à éradiquer le terrorisme. Il faut prévoir d'autres options. Je ne dis pas qu'il faut dialoguer avec les terroristes, mais il faut nécessairement dialoguer avec les modérés des extrémistes. Ça, c'est un volet très important. Et il faut travailler dans le cadre du développement parce qu'on perd le temps à faire des études, des enquêtes qui ne mènent nulle part. Il faut maintenant et immédiatement injecter l'argent dans le développement. Il faut voir l'état de l'éducation, l'état des routes, l'état de la démocratie dans ce pays. Aujourd'hui, les démocraties sont fragiles. Il faut que les États africains comprennent une fois pour toutes que le fait de ne pas impliquer la société civile dans la lutte contre l'extrémisme est une erreur et l'option militaire à elle seule n'a jamais éradiqué le terrorisme. Alors, on a vu, comme on le disait tout à l'heure, donc on s'achemine vers une augmentation de la présence de troupes étrangères. On fait référence notamment à la Takuba, donc les forces de la Takuba qui vont inclure donc plusieurs contingents européens. D'autre part, la France annonce peut-être l'allègement du dispositif ou bien de l'opération Barkhane. Selon vous, est-ce que cela ne va pas contribuer davantage à envenimer la situation, c'est-à-dire plus de forces étrangères et plus d'attaques de ces groupes-là? Écoutez, la France avait une opposition pas tout à fait claire avant le sommet du G5 Sahel. Tantôt, on parle de redéploiement, tantôt, on parle de réduction des forces et tantôt, on parle de retrait. On a même suivi le président Macron qui demande des gages politiques, diplomatiques, militaires, sécuritaires des chefs d'État africains. Mais à l'occasion du sommet du G5 Sahel, le président Macron qui a toutefois saboté à sa manière le sommet du G5 Sahel et assisté en distanciel, il a promis que cette force ne serait pas réduite ni retirée, du moins immédiatement. Maintenant, par rapport à la présence des forces françaises, nous disons aussi que grâce à cette présence, la menace des terroristes a été un tout petit peu écartée, mais à partir de 2014-2015, cette présence a toujours été critiquée parce qu'elle n'a pas réussi, grâce à l'effectif important sur le terrain, elle n'a pas réussi à éradiquer le terrorisme. On voit chaque semaine, il ne se passe pas une semaine où 1 à 2 ou à 3 attaques terroristes n'ont lieu. Parce que il ne faut pas qu'on compte seulement sur l'option militaire. Et il y a aussi la communauté internationale. Il faut comprendre que le terrorisme n'a ni frontières,
ni religion. Et dans ce cas, la communauté internationale doit s'impliquer non dans l'option militaire, mais dans l'option de la prévention. Et selon vous, comment doit s'articuler donc cette option de la prévention? Voilà, la prévention, c'est une stratégie. Il faut compter sur la société civile, les chercheurs, les instituts, les institutions, les centres d'études pour dégager une stratégie. À mon niveau, moi j'ai dit la prévention doit se faire en amont et en aval. Il ne faut pas attendre, par exemple, nos enfants se radicaliser pour essayer de les déradicaliser. Il faut commencer à partir de maintenant en inculquant à nos enfants à partir de bas âge que le fait d'être différent sur les plans géographiques, économiques, politiques, social, etc., c'est une richesse en soi. Ça ne peut en aucun moment être un handicap. Et là, c'est le travail des ministères de l'éducation dans l'espace du G5 Sahel, soutenu par la société civile, comme je l'ai dit, les institutions, les centres d'études, etc. Il faut prévoir une matière pédagogique qui parle de la prévention et l'insérer dans les écoles primaires, les écoles secondaires. Ça, c'est une manière d'éradiquer le plus tôt possible le terrorisme. Maintenant, par rapport à la prévention pour faire face à ce terrorisme actuel, je crois et je suis presque convaincu, il faut ouvrir les dialogues avec ceux qui sont modérés. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas eu le complexe d'ouvrir un dialogue avec les talibans. Pourquoi nous devons avoir un complexe de dialoguer avec ceux qui sont modérés, ceux qui n'ont pas les sangs dans la main? Il y a des désengagés aujourd'hui qui ont mené des combats dans l'espace du G5 Sahel, et je prends l'exemple de Boko Haram, où aujourd'hui dans la province du lac Tchad, il y a environ 4200 désengagés qui attendent leur réinsertion socio-professionnelle et qu'on ne voit pas venir. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Il faut les réinsérer. La réinsertion, c'est aussi un outil de prévention. Il faut s'ouvrir, il ne faut pas avoir un complexe. Aujourd'hui, les États africains se réunissent sans impliquer la société civile. Et c'est impossible de réussir sans l'implication de la société civile. Alors, dans ce cadre, quel devrait être le rôle de l'Union africaine, sachant que lors du dernier sommet donc, du G5 Sahel à N'Djamena, le président de la Commission de l'Union africaine a annoncé que l'UA est en train de réfléchir à l'envoi d'une force africaine. Au-delà du militaire, quel devrait être l'autre rôle que l'UA devrait jouer dans cette région-là? Ma foi, l'Union africaine, je l'ai déjà dit, n'a pas un rôle efficace à jouer dans ce domaine. Mais le rôle reste toujours de communiquer, des réactions, des commentaires et pas plus. L'Union africaine doit prendre sa responsabilité pour jouer un rôle efficace afin de convaincre les chefs d'État africains à étudier, à analyser, à trouver une autre stratégie. Et ça doit être le rôle de l'Union africaine. Malheureusement, aujourd'hui, l'Union africaine n'a pas de rôle et n'a même pas les moyens de faire face à ce danger, à cette menace. On n'en parle pas maintenant de l'Union africaine. L'Union africaine, aujourd'hui, c'est un club. D'accord. Bon, en tout cas, c'est vous qui le dites. Maintenant, revenons sur le terrain. On sait que la lutte contre Daesh, quand je dis Daesh, c'est ce qui est appelé donc, ailleurs l'organisation de l'État islamique. La lutte contre Daesh ailleurs dans le monde, a-t-il certains, ou bien a-t-elle eu de l'impact sur le Sahel? Ce que j'entends par là, est-ce qu'on a constaté peut-être un repli de certains éléments qui viennent peut-être téléguider les opérations qui se passent dans ces pays du Sahel? Bien sûr, toutes les études aujourd'hui attestent qu'il y a des éléments de Daesh qui ont fait la route vers l'espace de G5 Sahel et notamment les bassins du lac Tchad avec Boko Haram. Après la défaite cuisante de
de l'organisation de l'État islamique en Syrie et en Irak, il y a des éléments, surtout des éléments arabo-africains qui ont trouvé refuge dans l'espace du G5 Sahel. Ces gens sont expérimentés, sont des guerriers, et ce qui fait aussi un élément de plus dans la recrudescence des attaques de terroristes dans cet espace du G5 Sahel, notamment le lac Tchad. Ça, c'est clair, il y a beaucoup d'études qui les attestent, parce que l'espace en Irak et en Syrie s'est réduit de plus en plus pour l'État islamique. Et on a vu aussi que l'État islamique se développe au-delà de cet espace, à Mozambique par exemple. Et on parle aussi de la menace qui guette la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin. Alors, peut-être une dernière question, c'est par rapport à la situation politique dans cette région. On a un nouveau président qui devrait prendre fonction au Niger. Au Mali, la situation est encore assez incertaine. On est en train de vivre la transition. On voit d'autres pays qui connaissent plus ou moins des remous internes. Selon vous, en quoi cette situation générale de ces pays du Sahel contribue-t-elle à favoriser ce regain de confiance de ces groupes terroristes qui attaquent donc les civils et les militaires? Vous savez, moi je parle de développement, le côté politique c'est un peu difficile pour moi, mais j'ai dit il n'y aura pas de développement sans une démocratie réelle. Et les démocraties fragiles dans certains pays africains retardent sans doute le développement, et ça donne de l'espoir aux terroristes de continuer à recruter les jeunes qui sont désœuvrés, qui ne se retrouvent pas dans leur institution régalienne. Aujourd'hui, les jeunes se plaignent du chômage. Il y a aussi les violations des droits de l'homme, le sous-développement, la scolarité qui chute. Je prends l'exemple du lac Tchad. En 2018, il y a 2,99. Maintenant, il y a environ 3%. Le taux de scolarité, et c'est très faible. On voit au Burkina Faso, il y a environ 400 à 500 écoles qui sont fermées parce qu'il y a la menace des terroristes. Moi, je voudrais seulement attirer l'attention. En tant que musulman, j'ai honte de parler des djihadistes. Ce ne sont pas des djihadistes, mais ce sont des terroristes. Je vois partout on parle de djihadistes, ce sont des terroristes, parce que le djihadisme a un autre sens. Merci beaucoup Ahmad Yacoub Dabio d'avoir été en direct avec nous depuis N'Djamena, la capitale du Tchad. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie beaucoup et je remercie Maître 1. Merci de suivre donc Média TV, donc bonne suite de programme. Je rappelle que vous pouvez suivre cet entretien sur notre plateforme www.medianews.com. Très bonne journée, très bonne suite de programme sur nos antennes.